Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire de fin d'année, webinaire sur les perspectives 2025. Et bien pour ce webinaire de fin d'année, je suis avec Marc Toiti. Salut Marc. Salut, bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver. J'espère que Oui, tout va alors bien. Voilà, on va essayer essayer de vous, non pas de vous rassurer, mais de vous dire la vérité. Et puis, évidemment, on garde toujours l'espoir, c'est le plus important. Ça bien va, sûr, l'image bien est bonne, sûr. tout va bien, là, vous me voyez, tout ok, c'est Oui, bon? oui, Allez, on te voit super. Je bien, on vérifie toujours t'entend la bien. technique parce que là, avant de se connecter, petit Oui, problème, on tout a va eu bien. des petits problèmes techniques, mais je pense que c'est rentré dans l'ordre. Super. D'ailleurs, si vous ne nous entendez pas, vous me voyez mal, vous pouvez communiquer sur le chat, hein, puisque c'est un webinaire, donc ça c'est interactif. On va Voilà, répondre voilà. à vos questions si vous en avez. Et je ne doute pas Exactement. que vous en avez. On est là pour ça, pour répondre à vos questions, Voilà, effectivement. Donc, voilà, si vous l'avez, donc n'hésitez pas, on gardera à la fin, voilà, une dizaine de minutes hein, pour vraiment répondre à vos questions sur l'heure entière. Voilà, donc, bien voilà. sûr. Ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de slides, beaucoup de graphiques. J'ai fait exprès. Je ne vais pas tout commenter, bien sûr, mais vous aurez tous ces chiffres parce que j'ai beaucoup de demandes justement sur certains chiffres, notamment sur la dette publique française, la dépense publique française, etc. Donc, vous inquiétez pas, comme ça, vous les aurez, hein, tous les participants. Vous aurez tous les slides. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai mis pas mal de graphiques pour qu'on puisse justement visualiser. Ce n'est pas qu'un simple discours d'économiste, c'est une réalité, on va dire, qu'on va voir ensemble. Voilà, alors c'est vrai que le thème, hein, c'est que la volatilité va rester forte. Elle était déjà très présente en 2024 et puis elle va probablement augmenter en 2025. Alors avant toute chose, évidemment, avertissement sur les risques, hein. Tout ce qui va être dit durant ce webinaire n'est pas un conseil ou une recommandation d'achat ou de vente d'un produit financier. Voilà, donc c'est bien évidemment à dire avant toute chose. Bien Alors, on sûr, va très important, démarrer. très important. Effectivement, alors le sommaire, hein, je vais le donner avant que tu puisses démarrer, Marc. Vas-y, vas-y. Alors, la croissance pour 2025, effectivement, elle est attendue à 3% pour eh bien, les États-Unis et le reste du monde, 0% pour la France et la zone euro, en tout cas 0% autour. La France, deuxième partie, après la motion de censure vers l'horreur économique, effectivement, ça ouvre une période d'incertitude assez importante. Et en troisième partie, on verra la zone euro telle que nous la connaissons aujourd'hui. Est-elle menacée? Va-t-elle disparaître d'ici 2026? On ouvre le débat là-dessus. Et enfin, on va terminer par les marchés financiers où la volatilité va perdurer. Voilà, alors Voilà, en je te fait, tout laisse à la main, fait. Donc, Marc. merci. Donc, j'ai pris effectivement pas mal de. Les questions que vous me posez effectivement régulièrement, que ce soit sur eToro, sur ma chaîne YouTube, etc., ou même dans les médias au sens large, sont les questions qu'on se pose de plus en plus. Avec bien sûr donc, cette première question pour 2025, quid de la croissance? Et c'est vrai qu'on va commencer, j'ai envie de dire, avec quand même des bonnes nouvelles. Vous voyez, comme quoi, parfois, on me dit que je donne pas cette bonne nouvelle. Non, je suis optimiste et surtout réaliste. Donc, premier graphique, voilà, plutôt une bonne nouvelle. On voit qu'effectivement, si on regarde l'indicateur des directeurs d'achat qui vient de sortir donc sur le mois de novembre, pour le niveau monde, donc c'est l'indicateur JP Morgan, donc pour les perspectives d'activité, on est largement au-dessus de la croissance. Donc, vous voyez que vous connaissez l'enquête, il y a une barre à 50. Au-dessus, c'est la croissance. En deçà, c'est le recul de l'activité. Et là, on est à 52,4 en novembre. Ça augmente même légèrement sur un mois. Donc, on voit la corrélation sur ce graphique avec le PIB mondial. Et donc, on est bien sur une croissance mondiale autour des 3,2-3,5%. C'est pas énorme, mais c'est quand même une bonne performance, hein, vu les risques qui nous menacent, je dirais, quotidiennement. Donc, ce qui veut dire que globalement, on a une croissance mondiale qui est plutôt bonne. Alors après, le problème, c'est que quand on regarde le détail des chiffres, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Voilà, on va commencer là aussi les chiffres. Vous les aurez, hein, bien entendu, ne vous inquiétez pas. Donc, on a évidemment toujours les pays qui s'en tirent bien. Alors, au mois de novembre, le numéro 1, c'est l'Arabie Saoudite. Numéro 2, c'est l'Inde. Numéro 3, c'est l'Irlande. Numéro 4, États-Unis. Et Émirats Arabes Unis, donc numéro 5. C'est intéressant de voir, c'est surtout le rôle moteur, évidemment, de l'Inde, qui reste la première locomotive de la croissance mondiale. Et évidemment, la deuxième locomotive, ça reste les États-Unis pour le moment. On voit que la Chine n'a toujours pas repris son rôle de locomotive de la croissance mondiale, qu'elle a occupé pendant des décennies. Là, elle n'arrive pas à la récupérer. C'est l'Inde qui est devant tout le monde, devant la Chine, bien entendu, puisque l'Inde a profité, entre guillemets, hein, du coronavirus, c'est-à-dire que pendant que la Chine enfermait tout le monde, l'Inde, elle, a très vite libéré un petit peu son espace, a réussi à gagner des parts de marché, donc elle a profité effectivement de l'affaiblissement de la Chine. La Chine n'a pas retrouvé ses parts de marché.
Ensuite arrive 2022, la guerre en Ukraine. Les pays, on va dire, européens et américains donc, ne veulent plus du pétrole russe. Il y a un boycott. L'Inde, qui n'avait pas accès au pétrole russe, achète ce pétrole russe, évidemment à bon prix. Elle le raffine, elle l'utilise pour elle, et ce qui reste, elle le revend au reste du monde, et notamment en Europe. Évidemment, là, on voit la grande hypocrisie. On dit non, mais c'est pas du pétrole russe parce qu'il est passé par l'Inde. On voit bien que là aussi, l'Inde, elle a profité des deux côtés, à la fois donc, cette crise donc, chinoise, plus la guerre en Ukraine. Donc finalement, depuis, elle est indétrônable. On n'arrive pas à détrôner l'Inde. Elle est sur une croissance de 8%, on verra tout à l'heure dans le détail. Et donc, deuxième moteur, ça reste effectivement les États-Unis, qui restent là aussi bien dynamiques, donc avec une croissance autour des 3%. Tout à l'heure, on verra les chiffres dans le détail. Alors après, si on passe un petit peu en dessous, on voit que on a donc Brésil, Espagne, Russie, on retrouve l'indicateur monde, et puis la Chine qui va mieux. Donc là, on voit bien qu'il y a eu un impact du plan de relance chinois. Alors au début, c'était 200 milliards, après 500 milliards, maintenant on dit 1000 milliards. Bon, c'est vrai que c'est quand même pas rien, mais globalement, à l'échelle de la Chine, ça reste quand même, c'est pas non plus complètement l'euphorie, mais on voit bien que la Chine revient vers 5 voire 6% de croissance. Donc ça reste quand même, ça va mieux hein, pour l'économie chinoise, mais elle doit encore digérer je dirais notamment sa crise immobilière. Donc là, on voit bien que la Chine a fait un plan de relance, donc c'est bien. C'est du conjoncturel, mais elle a des problèmes structurels, bien sûr, la démographie, la démocratie également, donc l'immobilier. Donc ce qui fait que ben, la Chine, elle souffre hein, quand même. Avec parallèlement, ben, il y a un peu moins de croissance mondiale. Donc, comme la Chine profitait de l'essor du commerce mondial, ben là, évidemment, comme il y en a un peu moins, elle en profite moins. Donc, ça ralentit également l'économie chinoise. Et encore une fois, c'est très important parce que c'est vrai que pour nous, on se dit 5% de croissance chinoise, c'est bien, c'est beaucoup, c'est un beau chiffre. Sauf que pour la Chine, ça ne suffit pas pour augmenter le niveau de vie des Chinois. C'est-à-dire que les Chinois, leur pari sur l'avenir, et pour l'instant ça a marché, c'est qu'ils estiment que d'année en année, ils vont améliorer le niveau de vie des Chinois. C'est-à-dire qu'il y a à peu près une vingtaine d'années, il y avait 100 millions de Chinois qui vivaient correctement. Ça veut dire comme, on va dire comme nous, comme les Européens, comme les Français. Et aujourd'hui, ils sont 750 millions, presque 800 millions de Chinois qui vivent correctement. Donc c'est beaucoup. Mais il manque toujours 600 millions, parce que comme vous savez, il y a 1,4 milliard d'habitants à peu près en Chine. Donc, ce qui veut dire que ben, c'est ces 600 millions aujourd'hui qui posent problème, qui n'arrivent pas justement à prendre le train, entre guillemets, parce que le train n'arrive pas à l'heure, hein, c'est le cas de le dire. Donc, ce qui fait que malheureusement, on a, avec 5% de croissance, c'est bien, mais ça ne suffit pas justement pour dynamiser donc, et augmenter le niveau de vie de l'ensemble des Chinois. Donc, ça, c'est un vrai danger pour la Chine, un vrai danger, j'ai envie de dire, sociétal, avec également, comme vous le savez, des risques démographiques, et c'est ça qui aujourd'hui limite cette croissance sur l'économie chinoise. Enfin, néanmoins, on voit que ça va un peu mieux. D'ailleurs, que si l'indicateur monde s'améliore, c'est parce que la Chine va un peu mieux, va-t-on dire. Après, on descend encore un peu plus sur l'échelle de la croissance, sur le graphique suivant. Et là, on voit que, bon, on a le Canada qui va mieux parce qu'il était en récession il y a quelques mois. Afrique du Sud, Royaume-Uni. Là, par contre, Royaume-Uni, ça va moins bien. Là, on voit bien, c'est important parce que, comme vous le savez, pour nous en France, on n'a toujours pas de budget, on en parlera tout à l'heure, mais au Royaume-Uni, il y a un budget qui a été annoncé avec une explosion des impôts. Alors, c'est vrai qu'ils partent de bas, donc ça va encore, mais néanmoins, on a quand même cette inquiétude des Anglais où il y a quand même un peu moins de croissance, plus des risques sociétaux qui se développent également au Royaume-Uni. Donc, on voit que c'est un peu moins bien que les derniers mois. Donc, le Royaume-Uni, hein, c'est plus que c'était en termes de croissance, c'est un petit peu moins bien. L'Australie, le Japon, voilà, là, c'est les pays qui frôlent, hein, qui frôlent la croissance. C'est pas la Bérisna, mais c'est pas non plus l'euphorie. Alors après, vous avez vu qu'il n'y a toujours pas, pour l'instant, on n'est toujours pas dedans. Quand je dis nous, ça veut dire nous, la France et la zone euro, etc. Et malheureusement, nous avons retrouvé notre rôle de lanterne rouge de la croissance mondiale. Donc au mois de novembre, ça fait 2 mois que ça dure, pour le deuxième mois consécutif. Si on regarde les indicateurs des directeurs d'achat, donc indicateurs composites, c'est-à-dire tout secteur d'activité, la France, malheureusement, est dernière du monde. Donc on voit ici, il y a la zone euro donc, en récession, donc sous la barre des 50. L'Italie également qui rechute. L'Allemagne, bon là, et malheureusement les Allemands sont habitués à la récession depuis quelques mois, et malheureusement ça va encore durer. Et donc maintenant la France, qui est quand même extrêmement bas, sachant que ce chiffre, c'était évidemment avant la motion de censure. Donc pour le mois de décembre, évidemment, ça ne va pas s'améliorer. Même si on a d'ici là
un gouvernement, etc., un nouveau gouvernement, on en parlera tout à l'heure, mais ça montre bien qu'il y a cette instabilité politique qui joue et qui gèle, entre guillemets, les dépenses et notamment les investissements des entreprises. Et ça, c'est ce qui fait aujourd'hui extrêmement mal à la France. Et s'il n'y a pas d'investissement, évidemment, il y a du chômage. Donc après, c'est le cercle pernicieux. Et c'est ça qui est particulièrement dangereux pour l'instant pour la France. Donc, si on regarde très rapidement, vous voyez, bon, là, je vous ai mis des graphiques, vous les aurez tranquillement pour voir un petit peu comment on fait des prévisions, hein. Donc là, on voit bien, il y a la courbe rouge, là, c'est la France, hein, c'est donc l'indicateur avancé qu'on vient de voir, les directeurs d'achat, et la courbe bleue, c'est le PIB. Donc on voit bien que, ben, malheureusement, le PIB, il va baisser au quatrième trimestre et au premier trimestre de 2025. Si on regarde secteur par secteur, toujours pour la France, là, le graphique suivant, c'est l'industrie. Donc là, l'industrie, regardez bien, c'est 29 mois consécutifs de récession. Je ne sais pas si on se rend compte, parce que c'est vrai qu'on a un petit peu été gargarisé, entre guillemets, on nous a fait croire qu'il y avait une réindustrialisation. On voit que ce n'est pas du tout le cas. 29 mois, rendez-vous compte, où l'indicateur des directeurs d'achat dans l'industrie en France est sous les 50, donc en zone de recul de l'activité. Alors, jusqu'à encore quelques mois, notamment pendant les JO, on a eu un petit plus avec les services, mais là aussi, graphique suivant, boum, les services également repartent en zone de récession. Encore une fois, c'était avant la motion de censure. Donc, vous voyez que malheureusement, la France, elle souffre aujourd'hui et c'est l'un des pays qui souffre le plus, malheureusement, au monde. Si on voit l'Allemagne, graphique suivant, là, on voit donc la courbe rouge, c'est l'industrie. Donc là aussi, ça fait plusieurs années qu'ils sont en récession dans l'industrie. Dans les services, bon, c'est bon an, mal an, mais ça reste quand même autour des 5 ans. Donc l'Allemagne reste évidemment en zone de récession. Si je prends le même graphique pour la zone euro, sur le graphique suivant, donc on voit que, vous voyez, c'est là aussi, on est en récession dans l'industrie et dans les services, malheureusement. Et donc, si on regarde la projection du PIB pour la zone euro, graphique suivant, avec l'indicateur composite, ben, c'est la courbe rouge ici, on voit bien que là aussi, baisse du PIB au quatrième trimestre et au premier trimestre de 2025. Donc, vous l'avez compris, 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB, ça s'appelle justement une récession officielle. Donc voilà, ce sont évidemment les chiffres, encore une fois, il peut y avoir des évolutions d'ici là, mais pour l'instant, c'est ce que nous disent les directeurs d'achat, donc c'est du concret, hein, c'est pas évidemment un sentiment, c'est vraiment du concret des directeurs d'achat qui savent où sont justement les carnets de commandes, et donc c'est pas très bon. Alors, à contrario de cela, eh bien, on a l'économie américaine qui continue de croître très fortement. Vous voyez, donc la courbe bleue, c'est le PIB, autour de 3% de croissance. Là, si on regarde l'indicateur avancé, dans l'industrie, les services, voilà, c'est ce graphique-là, on voit que surtout dans l'industrie, c'est tout juste en dessous des 50, mais les services, une croissance extrêmement forte. Et là, évidemment, il n'y a pas encore les mesures de soutien d'activité qu'a promis Trump. Mais si on va sur le graphique indicateur composite, le graphique suivant, vous voyez que là aussi, j'avance vite puisqu'on a vu les chiffres, hein, donc c'est fait exprès, mais c'est que pour que vous ayez effectivement ces graphiques, c'est important de les avoir pour voir que c'est pas simplement voilà, un discours, c'est une réalité. Et là, on le voit donc sur ce chiffre, la courbe rouge montre qu'on a une amélioration, là aussi encore de la croissance. Donc, ils vont se stabiliser autour des 3% de croissance. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire que l'inflation va quand même rester élevée et que la réserve fédérale, je sais que beaucoup pensent qu'elle va encore baisser fortement les taux d'intérêt. Je ne crois pas. Peut-être 25 points de base, 50 points de base maximum sur le taux de la réserve fédérale, mais elle ne peut pas baisser davantage avec une croissance de 3%, un taux de chômage de 4,1, 4,2%, ça dépend des mois, et donc une inflation qui remonte, qui est toujours au-dessus des 2%, même au-dessus des 2,5%. Donc, je sais que les marchés s'emballent un petit peu, on en parle tout à l'heure, mais néanmoins, là aussi, on aura une situation où la Réserve fédérale ne pourra pas faire des miracles en termes de baisse des taux d'intérêt. Donc voilà, ça c'est vraiment l'exclusivité. Personne jusqu'à présent n'a vu les prévisions de croissance pour 2025. 2024, bon, l'année est quasiment terminée. Et pour 2025, voilà, vous avez l'exclusivité, la primeur, hein, pour tous nos amis donc éditoriaux sur notre webinaire, et puis les autres, évidemment, qui vont nous rejoindre. Donc là, on voit bien qu'on a cette croissance américaine. Donc, vous voyez, donc, quand c'est en vert, c'est que ça va bien, hein, globalement. Puis après, plus ça va vers le rouge, plus c'est mauvais. Donc, ce qui est en vert, on le voit, donc on en a parlé, États-Unis, donc à peu près voilà, 2,8 voire 3% de croissance. L'Inde, toujours 8%. La Chine, voilà, autour des 4,5-5%. Donc, ça reste quand même, c'est timide, hein, c'est pas une croissance forte. Voilà, la Russie autour des 2,5%. La Suisse également autour des 2%. Et après, là, on descend. Canada, Royaume-Uni, vous voyez, Royaume-Uni autour des 1,3% seulement pour 2025. Bon, le Japon, 0,8%. Après, là, on passe dans le rouge. Et donc, malheureusement, et on a la France. C'est vrai que on risque d'avoir une croissance de seulement 0,4%
qu'on en parlera tout à l'heure quand on verra le budget, parce que pour l'instant, le budget, il table sur une croissance de 1,1%, enfin, le budget qui n'a pas été voté, mais si on prend là, on va prendre le budget de l'année dernière. Mais lui, il voyait une croissance encore de 1,5. Donc, évidemment, si on est à 0,4, vous comprenez bien que les recettes fiscales ne vont pas être à l'aune de ce que certains ont anticipé, et que, par contre, il y aura plus de chômage, donc plus de dépenses. Donc, ce qui veut dire que le déficit public va être d'au moins 6 à 6,5% l'année prochaine. Donc, quand on voit aujourd'hui que les marchés, on va en parler tout à l'heure, se disent non, mais finalement tout va bien en France, on se rend compte qu'il y a quand même un décalage entre la réalité et le sentiment qu'ont aujourd'hui les marchés. Bon, ils ont été un petit peu, je dirais, aidés par la BCE, mais néanmoins, on se rend bien compte que la situation économique de la France, de la zone euro, est extrêmement dangereuse. Voilà, donc ça, c'est encore une fois une situation très très compliquée. Et évidemment, alors, on espère tous que voilà, la crise politique va se terminer, mais on ne voit pas comment. Donc ça pourra se terminer avec des élections législatives, en espérant qu'après, il y aura une vraie majorité à l'Assemblée, mais il ne pourra pas avoir d'élection avant le mois de juillet de l'année prochaine. Donc voilà, ça veut dire qu'on va traverser 6 à 8 mois, parce que même si c'est au mois de juillet, après tant qu'il y a un gouvernement, ce sera plutôt au mois de septembre. Donc ce qui veut dire qu'on a quand même quasiment les 3 premiers trimestres de l'année où ça va être très instable donc pour la France. Donc voilà, prudence, tout simplement, on ne peut pas dire autre chose sur l'économie française. Donc voilà, un petit peu le point qu'on peut faire déjà, vous voyez, sur nos prévisions. Donc, est-ce qu'on passe au deuxième point ou est-ce qu'il y a des questions déjà Alors, il y a une euh, question qui me Paul. paraît intéressante sur Oui. ce que tu viens de dire. C'est, alors, est-ce que tu penses que la venue, donc, de l'arrivée de Trump au pouvoir va éloigner les États-Unis de l'Europe et en même temps rapprocher les États-Unis de la Russie, ce qui ouvrirait les gazoducs restants et ce qui relancerait par conséquent l'économie allemande? Alors, ça, c'est sûr que aujourd'hui, le match qui est en train de se jouer, malheureusement, c'est pas États-Unis-Europe, c'est États-Unis-Chine. Plus que la Russie d'ailleurs, parce que là, bon, évidemment, je pense qu'il y aura certainement un accord sur l'Ukraine. Ça, on verra ça un peu plus tard. Mais néanmoins, c'est vrai qu'il y a cette situation aujourd'hui où les grands dangers, j'en parlais sur le fameux accord du Mercosur, hein, c'est vrai que Poutine, d'abord, c'était Poutine le bouc émissaire idéal, après, c'est devenu Trump. Trump n'est pas encore au pouvoir, hein. Mais c'est vrai que les accords qu'il est en train de négocier, c'est plus avec la Chine qu'avec l'Europe. Par contre, c'est sûr que malheureusement, comme l'Europe est déjà mal en point, ces accords qui vont avoir lieu ne seront pas de bon augure. Par contre, la bonne nouvelle, on l'a vu depuis quelques jours, c'est la baisse des prix du pétrole. Enfin, on est autour des 72 dollars le baril. Donc, c'est ça qui va effectivement limiter l'inflation, relancer la croissance. Moi, ma crainte simplement, d'ailleurs, c'est ce qu'il y a derrière la question, hein, c'est que l'Europe soit encore le dindon de la farce. C'est-à-dire qu'on va avoir des accords États-Unis, Chine, États-Unis, Inde, voire États-Unis, Russie. Et puis nous, l'Europe, comme justement, il n'y a pas une seule voix, il n'y a pas de leader charismatique, on va avoir du mal à s'entendre. Et ça, c'est quand même, je pense, la vraie déception et la vraie crainte que j'ai, moi, pour l'Europe. Mais c'est sûr que, bon, après, il ne faut pas avoir peur non plus. Vous savez, Trump, c'est un homme d'affaires. Donc, quand il vous dit, oui, je vais monter les droits de douane de 20%, de 30%, voilà, il fait ça pour faire peur. Puis après, il va y avoir des négociations, ça, c'est sûr. Mais néanmoins, c'est clair qu'on est dans un mouvement d'America First, hein, de protectionnisme. Et les Américains, on l'a vu déjà pendant la guerre en Ukraine. Eux, finalement, ils en ont bénéficié de cette guerre en Ukraine, puisqu'ils sont indépendants énergétiquement. Donc, c'est ce qui fait que finalement, même sur le front du pétrole, ils s'en fichent un peu, quoi, parce que globalement, ils ont une situation où, ben, comme ils sont indépendants énergétiquement, ils n'ont pas besoin voilà, du pétrole du monde entier, ce qui, par contre, est moins le cas chez nous. Donc, c'est sûr que pour l'Allemagne, par exemple, bon, si l'Allemagne peut récupérer le gaz, ça sera évidemment, ça va lui enlever une épine du pied, parce qu'on voit bien que tout ce qui est énergie renouvelable, entre guillemets, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Et là, on voit l'erreur de l'Allemagne, l'erreur dramatique hein, qui a été de supprimer le nucléaire, alors que nous, les Français, on a failli le faire, mais heureusement, on ne l'a pas fait, ce qui nous a d'ailleurs permis de nous protéger légèrement pendant effectivement ces dernières crises. Mais là, l'Allemagne, évidemment, elle a besoin de ce gaz. Et donc, c'est sûr que voilà, des accords avec la Russie vont permettre, espérons que toutes ces guerres s'arrêteront, bien entendu, qu'il y ait de la paix dans le monde, hein, et c'est ce qu'on souhaite surtout à la veille des fêtes de fin d'année, de Noël, etc. Bien entendu, c'est très important. Mais bon, néanmoins, encore une fois, c'est le discours de Trump. Est-ce qu'après, ça sera suivi des faits? On verra bien. Mais c'est clair qu'on a besoin de stabilité. Et donc, Biden a fait quand même, faut le dire, hein, sans faire de politique, il a fait quand même beaucoup de dégâts, puisque voilà, avec toutes ces guerres qui ont été, je dirais,
malheureusement, qui se sont déclarés pendant ces 4 dernières années, on voit bien les conséquences négatives que ça a pour nous. Et surtout, j'ai envie de dire pour nous, c'est-à-dire nous les Européens, où justement, comme on n'est pas indépendants énergétiquement, ben, on prend de plein fouet toutes ces guerres, toutes ces crises énergétiques. Donc, c'est vrai que si ça se calme, ça sera quand même, ça permettra d'améliorer la croissance. Et bon, donc l'impact, il arrivera à partir du second semestre 2025. Moi, je mise beaucoup sur le second semestre 2025. Tant que le premier semestre 2025 va être très compliqué. On l'a vu à cause de la France notamment, mais également l'Allemagne. Il y a des licenciements. Regardez Volkswagen qui ferme des usines, enfin, qui licencie. C'est un fleuron, c'est vraiment le fleuron allemand. Donc, il y a quand même 6 mois très compliqués en 2025. Et puis après, en espérant justement que voilà, les prix énergétiques vont baisser, qu'il y aura moins d'instabilité, je dirais notamment en France. J'allais oublier, bien sûr, parce qu'on parlait de l'Allemagne, qu'il y aura quand même, il y a une crise politique en Allemagne, il ne faut quand même pas l'oublier, puisqu'au mois de février, il y aura des élections donc législatives allemandes. A priori, il n'y aura toujours pas de majorité, donc un peu comme en France. Et donc là, si on a les 2 premières économies de la zone euro, voire de l'Union européenne, qui sont en crise politique, comment on va avancer justement? Bon, c'est le troisième point sur la crise de la zone euro. C'est pour ça que j'en parle. Je ne dis pas ça pour faire peur, mais c'est vrai que je pense que la zone euro n'a jamais été autant au danger d'un point de vue économique que politique. Et donc c'est ça aujourd'hui le vrai danger pour demain. Et c'est vrai que Trump, avec son America First, et puis ses accords évidemment qu'il va vouloir faire avec la Chine, l'Inde, etc., ben nous, on risque encore une fois d'être les dindons de la farce. Donc espérons qu'on réussira à se redresser, je pense, Oui. au second semestre 2025. Bon, alors du coup, ben, j'ai des questions ensuite, mais qui sont plus en rapport avec ce que tu vas dire durant les prochaines parties. Donc je te laisse poursuivre pour la deuxième D'accord. partie sur la France. Super. Donc, continuez à poser vos questions. Évidemment, on est là pour ça. Hmm. Donc, voilà. Bon, évidemment, je ne pouvais pas ne pas parler de ce qui se passe en France. Pour moi, c'est la clé. Hein. Ce n'est pas parce que nous sommes français. Hein. C'est que c'est vraiment la clé de 2025. Au-delà de Trump, mais Trump, on sait plus ou moins ce qu'il va faire. On espère également que les guerres vont s'arrêter. Mais le vrai point d'achoppement de 2025, c'est la France et la zone euro. Et donc, pourquoi la France? Parce qu'il y a une instabilité politique incroyable. Donc, on l'a vécu la semaine dernière. Un fait historique. Hein. C'est la deuxième fois seulement. Donc, la première, c'était en 62. Maintenant, donc en 2024, il y a eu donc un gouvernement qui a été donc, je dirais, démis par le motion de censure. Donc c'est vrai que c'est historique. Et donc, alors que le pauvre Michel Barnier, il avait tout fait justement pour arranger tout le monde. Vous voyez, comme quoi, finalement, ça n'a pas servi à grand-chose. Donc maintenant, évidemment, beaucoup de questions se posent. Alors, pour l'instant, on attend le nouveau gouvernement. A priori, M. Macron ne va pas démissionner. Il ne va pas faire non plus l'article 16, vous voyez, qui lui donnerait les pleins pouvoirs. Donc, c'était vrai, c'était une petite inquiétude qu'on avait. Mais néanmoins, on se rend bien compte que là, même si on a une majorité très large, vous voyez là, comment va-t-on prendre des décisions? Déjà pour le budget 2025, ce sera donc le budget 2024 qu'on va rééditer en 2025. Donc, il n'y a aucun changement, entre guillemets, donc aucune réduction du déficit. Et donc, s'il n'y a pas de vraie majorité, comment va-t-on prendre des mesures pendant 6 mois? Donc, voilà, on va gérer les affaires courantes, ce qui est déjà pas mal, sauf que quand il n'y a pas de visibilité pour investir, pour innover, pour les entreprises, donc mais pour les ménages également, ce n'est pas de nature à améliorer la crédibilité de la France. C'est ce que j'écris là, donc soyons effectivement prudents. Donc voilà, après, ce que j'ai écrit dans le slide suivant, évidemment, on va avoir une croissance, vous voyez, d'au mieux 0,5, quand même 0,4% pour l'année prochaine. Donc ça risque effectivement d'être particulièrement compliqué. Et donc, vous l'avez vu depuis quelques jours, là, toutes les agences de notation ont commencé à dire, à prévenir. Ce qui se passe en France est dangereux. Donc, jusqu'à présent, elles n'ont pas dégradé la note de la France. Même Standard Poor's, quoi, 3 jours avant la motion de censure, nous a dit nous faisons confiance au gouvernement pour réduire le déficit. Bon, sauf que 3 jours plus tard, il n'y a plus de gouvernement. Donc, évidemment, maintenant, ils sont un peu pris à leur propre piège. Donc, ils vont certainement dégrader la note de la France. Je pense qu'on va passer à simple A. Et c'est ça qui, évidemment, pourrait générer l'augmentation des taux d'intérêt des obligations de l'État. Alors, voilà. Pour l'instant, ça n'a pas eu lieu. C'est vrai que on va avancer sur le premier slide. Pour l'instant, slide sur les graphiques, le taux d'intérêt même à 10 ans a même baissé. Le slide suivant, s'il te plaît. Oui. Merci. Et donc là, on voit que le taux qui était monté à plus de 3%, hein, est reparti autour des 2,8%. Bon, c'est toujours 2,8%, toujours évidemment un petit peu élevé. Que s'est-il passé la semaine dernière? C'est très simple. La Banque centrale européenne est intervenue. Est intervenue pour acheter de la dette publique française, pour éviter justement que les spreads ne s'écartent trop. Alors justement, si on regarde le spread avec l'Allemagne, c'est le graphique suivant,
Donc on a un spread qui est monté à quasiment, même en séance, il est monté à 90 points de base, donc ce qui est un record historique depuis juillet 2012. Et là, il a un petit peu baissé, toujours autour des 0,80, donc 80 points de base, c'est quand même pas rien. Mais on voit bien que la semaine dernière, c'était quand même assez incroyable. En fin de semaine dernière, le taux 10 ans allemand augmentait et le taux 10 ans français baissait. Bon, donc c'est vrai qu'on se rend bien compte que c'était un petit peu manipulé. Bon, après, on va dire, c'est peut-être également le rôle de la Banque centrale européenne. Je ne crois pas, ce n'est pas dans ses statuts. Elle s'est octroyée ce rôle, mais ce n'est pas du tout son rôle d'acheter de la dette publique. Même elle n'a pas le droit de le faire. Comme vous le savez, elle le fait sur le marché secondaire, mais néanmoins, c'est un jeu dangereux qu'elle joue. Et d'ailleurs, je suis surpris que pour l'instant, les Allemands n'aient rien dit. Est-ce que ça va durer? Ok, on laisse le bénéfice du doute, on attend de voir ce qui va se passer demain, quel gouvernement sera là, etc. Qui sera dans le gouvernement, quels seront les membres du gouvernement, que vont-ils faire? Mais encore une fois, même si on est content, parce qu'en tant que Français, bon, on ne voulait pas qu'il y ait une crise trop grave, mais franchement, c'est injuste. Ce qui se passe pour la France, dire on n'a pas fait ça pour la Grèce, ni pour le Portugal, ni pour personne, même si nous sommes la France et que effectivement nous sommes un grand pays, on est très content. Mais là, évidemment, il y a une sorte d'injustice qui a été liée, puisqu'on n'a pas eu de sanction véritable. Alors, d'ailleurs, si on regarde le spread auto avec le Portugal, c'est intéressant parce que là, autant la Banque centrale européenne a acheté de la dette publique française et peut-être même vendu un peu de l'allemande, mais pas du Portugal. On voit qu'on a toujours quasiment 40 points de base d'écart avec le taux portugais. Donc là, on a le spread, donc l'écart de taux 10 ans entre le Portugal et la France. Et là, évidemment, ce graphique est énorme, puisqu'on voit que pendant des années, évidemment, il y avait un taux d'intérêt portugais, c'est le taux 10 ans là, hein, supérieur au taux d'intérêt français. Et là, donc, depuis quelques semaines maintenant, ça y est, le taux d'intérêt français est passé devant le taux d'intérêt portugais. Alors, il y a une dizaine de jours, il y a même eu pire que ça, puisque le taux d'intérêt français à 10 ans est passé devant le taux d'intérêt à 10 ans grec. Donc là, c'est quand même, enfin, ça fait quand même mal, il faut être honnête, puisque ça montre que les investisseurs, avant l'intervention de la BCE, nous disaient, nous faisons plus confiance en la Grèce pour réduire son déficit qu'en la France. Et j'ai envie de dire, ils ont raison, parce que la Grèce, évidemment, a beaucoup plus réduit son déficit que la France. Le Portugal est en excédent public. Donc, je rappelle que la France est le seul pays de la zone euro qui augmente son déficit pendant 3 ans, c'est-à-dire 2023, 2024 et 2025. On est le seul. Hein. Et pourtant, on a une procédure, je dirais, de dérapage budgétaire excessif. Aucune sanction. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Donc, je suis là pour dire, attention, il y a quand même un phénomène qui est anormal, d'autant que malheureusement, le chômage est en train d'augmenter en France. Donc, c'est les derniers chiffres d'Eurostat. Donc, on voit qu'on est sur un taux de chômage donc, de 7,6% en France. Donc là, je vous mets tous les pays, vous les regarderez tranquillement à tête reposée après, parce que vous aurez les slides. Et sur le graphique suivant, regardez, c'est intéressant de voir le comparatif entre le taux de chômage en France, c'est la courbe rouge, et le taux de chômage dans la zone euro, c'est la courbe bleue. Donc là, on voit bien qu'en fait, c'est le taux de chômage évidemment de catégorie A. Vous savez, catégorie A, ça veut dire les chômeurs, entre guillemets, labellisés, hein, ça veut dire qui ne travaillent pas du tout, qui font une recherche active d'emploi et qui sont immédiatement disponibles. Voilà. Tous les autres chômeurs sont chômeurs, mais ne sont pas dans cette catégorie A. Donc évidemment, ça monte le taux de chômage. Donc là, on est à 7,6%. Si on prend tous les chômeurs en France, on est à 16,5%. Vous voyez que c'est quand même pas le chiffre. Mais globalement, ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est de voir le comparatif entre le taux de chômage français, donc la courbe rouge, et de la zone euro, la courbe bleue. Regardez bien. Jusqu'en 2017, je ne sais pas si Antoine, tu peux montrer avec le pointeur, mais jusqu'en 2017, on a un taux de chômage de la zone euro supérieur au taux de chômage de la France. Après, évidemment, effet de la planche à billets qui est énorme, et là, les deux taux de chômage baissent. Après, on a le corona, etc. Mais regardez bien, à partir de 2017-2018, le taux de chômage français devient supérieur au taux de chômage de la zone euro. Et là, aujourd'hui, c'est encore pire, parce qu'on a 7,6% de taux de chômage en France et 6,3% pour l'ensemble de la zone euro. Vous vous rendez compte? Donc là, on se rend bien compte que malheureusement, la France dérape par rapport aux autres pays de la zone euro. On dérape complètement. Alors, si on regarde, voilà, un chiffre incroyable, graphique suivant, c'est le taux de chômage des moins de 25 ans, des jeunes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, j'espère qu'ils ne sont pas dans cette courbe rouge. Regardez bien, flambée du taux de chômage, on était à 17% il y a quelques mois. Et là, comme a priori, il y a un petit peu moins d'aide, un petit peu moins de formation, etc., on monte à 20,8%, quasiment 21% de taux de chômage des moins de 25 ans en France, encore une fois de catégorie A, un plus haut depuis mars 2021.
Vous vous rendez compte? Regardez, dans la zone euro, on est à 15%. Ouais, donc là également, on a un gros problème parce que c'est la jeunesse, par définition, c'est les forces vives d'un pays. Donc, si effectivement on a un tel taux de chômage des jeunes, malgré toutes les aides, les formations, etc., ça veut dire qu'il y a un vrai malaise. Il y a un vrai malaise aujourd'hui en France. Donc, il faut vite changer de logiciel. Ce qu'on a fait ces dernières années, c'était du saupoudrage, de la fuite en avant, de la dette publique, mais ça ne marche plus. Et en voici d'ailleurs la preuve. Hein. Et alors, encore plus grave, si vous regardez sur le graphique suivant, les perspectives de chômage chez l'enquête INSEE qui vient de sortir, hein, des ménages, les ménages français interrogés par l'INSEE, c'est la courbe rouge, vous voyez, nous disent qu'ils voient un taux de chômage à plus de 9%. Je ne sais pas si on se rend compte, là on est à 7,6, 9% de catégorie A, ça veut dire quasiment 20%, toutes catégories confondues. Donc ça, encore une fois, c'est très dangereux, ça montre la fragilité de la société française, sachant qu'on le voit tous les jours. Il y a des défaillances d'entreprises qui atteignent des records historiques et des plans sociaux, même de grandes entreprises, malheureusement, qui commencent à faire extrêmement mal et donc à être extrêmement dangereux. Et donc, si on regarde le graphique suivant sur l'indicateur de confiance des ménages, qui là, effectivement donc repart en très forte baisse. Vous voyez, sur un seul mois, l'indicateur INSEE a perdu 3,5 points. C'est la plus forte baisse depuis mars 2022 et la guerre en Ukraine. Ce qui est toujours un petit impact d'un mois à peu près. Donc là, on voit bien que, et encore une fois, là, il n'y a pas encore la motion de censure. Bon, alors, peut-être que les Français vont être contents de ne pas avoir de gouvernement, je ne sais pas, mais toujours dire qu'on se rend bien compte qu'on a cette situation de crainte aujourd'hui sur l'avenir, effectivement, donc des Français. Alors, bon, après, je vous ai mis un petit slide, bon, titre humoristique, d'une phrase de Georges Pompidou de 1966, qui disait arrêtez d'emmerder les Français. Excusez-moi de l'expression, hein. C'est-à-dire que le problème que nous avons en France, c'est que malheureusement, voilà, nous sommes numéro un du monde en termes d'impôts et taxes, numéro un du monde en termes de dépenses publiques, de l'augmentation de la dette publique. On l'a vu tout à l'heure sur le taux de chômage, on est donc numéro 6 européen, numéro 1 de la complexité du marché du travail. Et en plus, il y a des formations mal adaptées et une croissance structurelle de seulement 0,9%. Et malgré ça, nous sommes toujours là. Donc c'est ça, la France est résiliente grâce à ces entreprises, grâce à ces ménages, grâce à ceux qui en veulent finalement, qui veulent se battre, qui veulent réussir. Mais malheureusement, on se rend bien compte que maintenant, tous ces boulets commencent à nous tirer vers le bas et nous font extrêmement mal, avec évidemment ce déficit public qui se creuse. On va sur le graphique suivant, très rapidement, on le voit ici, vous voyez, c'est-à-dire que le dernier excédent public remonte à 1974. Depuis que des déficits, regardez le dernier bâtonnet rouge, là, c'est donc 2024. Entre l'annonce de Bruno Le Maire il y a un an, en termes de prévision pour 2024, et le déficit public que nous allons avoir, il va avoir à peu près 100 milliards d'euros d'écart. On a l'habitude des erreurs de prévision, mais là, 100 milliards d'euros d'erreurs de prévision, c'est pas possible. Vous comprenez? Donc, ça ne peut plus continuer comme ça. Et c'est ça qui, évidemment, est particulièrement dangereux. Après, vous verrez effectivement l'évolution des dépenses publiques. Donc là, je vais passer vite parce qu'évidemment, on n'aura pas le temps de tout voir, mais vous aurez les chiffres. Regardez ce chiffre incroyable. Les dépenses publiques ont augmenté de 650% en France depuis 1980. Sur la même période, le PIB français n'a augmenté que de 530%. 120 points d'écart. Vous vous rendez compte? Donc, on voit bien que la dépense publique française, elle est complètement dévoyée. Il faut de la dépense publique, c'est important d'en avoir. Mais là, quand on dépense 120 points de plus de croissance sur la dépense publique que sur le PIB, il y a un problème. Clairement un problème. On ne peut plus continuer, je dirais, comme ça. Et d'ailleurs, regardez, un tableau très intéressant. Qu'est-ce qui augmente le plus dans les dépenses aujourd'hui? Ce sont les dépenses de fonctionnement. Ce n'est pas les dépenses sociales. Vous voyez, vous savez, la répartition des dépenses, aussi, vous aurez les chiffres, on ne va pas tous les voir. Prestations sociales, c'est 33% des dépenses de la puissance publique française. Le deuxième poste, ce sont des dépenses de fonctionnement. 32%. Vous voyez que là, il y a effectivement du grain à moudre et c'est là qu'il faut complètement repenser la dépense publique. Je vais juste avancer 3 slides, s'il te plaît, Antoine. Voilà, là, vous voyez du détail des dépenses de fonctionnement, vous voyez qui explose quasiment 75 milliards d'augmentation en 3 ans, c'est inadmissible. Ensuite, on a le déficit public de 2023, on voit bien que 101% vient de l'État. Et donc, tableau suivant, regardez bien, 91% du déficit depuis 2010 vient de l'État. Donc, ce ne sont pas les collectivités locales ou sociales qui font autant de déficit. Le déficit vient essentiellement de l'État et de ce qu'on appelle les administrations centrales au sens large. Il y a énormément de gaspillage. Donc, pour l'instant, on n'a pas eu un Milei argentin en France avec une tronçonneuse.
on devra s'y employer, si vous voulez, parce que là, on ne peut pas continuer comme ça. Si on veut sauver la France, sauver le modèle social français, évidemment, il faudra réduire ces dépenses de fonctionnement et ce déficit de l'État qui devient évidemment pléthorique et surtout qui ne génère pas de croissance. Et on l'a vu, qui même génère une augmentation du chômage. Donc, ça ne marche plus. Voilà. Et quand je dis ça, c'est pas de l'ultralibéralisme, c'est du bon sens. Tout simplement. Il faut faire preuve de bon sens aujourd'hui. Regardez, quand je vois ce qui se passe aux États-Unis avec Trump ou donc en Argentine avec Milei, ils veulent baisser effectivement les dépenses publiques, alors que dans ces deux pays-là, les dépenses publiques, ce n'est que 37% du PIB. En France, on est à plus de 57, numéro un du monde, 20 points d'écart. Pourtant, c'est dans dans ces pays-là qui veulent baisser les dépenses et nous, on veut encore les augmenter. Non, ce n'est pas sérieux. On ne peut plus continuer comme ça. Il faut regarder aujourd'hui la réalité en face. Donc voilà. C'est pourquoi la France est en danger aujourd'hui. Et malheureusement, s'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, on ne pourra pas prendre ces décisions. Donc je ne vois pas comment on va faire demain. Donc voilà. Donc voilà. Préparez-vous une année compliquée pour l'économie française, en espérant qu'au second semestre, ça ira mieux. Ok, Voilà. Donc merci. peut-être Merci un Marc plaisir. pour ton analyse sur la France. J'ai eu quelques questions qui sont liées à la France et à l'investissement, notamment une question sur le fait que, vu la situation en France, est-ce qu'il faut shorter le CAC 40? Alors, j'ai répondu hein, que, par écrit que c'est pas forcément le CAC 40 qui est le plus lié à la situation économique française, puisque 80% du chiffre d'affaires des entreprises du CAC 40 sont réalisés hors de France. Maintenant, c'est sûr qu'on a une sous-performance de la France. Donc, j'avais une autre question, c'est est-ce qu'il faut investir Justement, on va en en parler dans la France? dernière partie Voilà, sur les marchés financiers. Oui, oui. voilà, Je vais faire un graphique sur ça. voilà. On a une sous-performance de la France cette année, clairement. Mais est-ce qu'aussi ça ne constitue pas aussi une opportunité pour entrer aussi sur des niveaux qui sont plus bas que certains indices? Voilà, bon, ça c'est une question, on va y revenir par Globalement, la suite. c'est vrai que comme 80% du chiffre d'affaires et d'ailleurs également des profits Hmm. des entreprises du CAC 40 sont faits à l'étranger, il n'y a pas tellement d'impact, entre guillemets. Normalement, le CAC 40 devrait être complètement immunisé contre ce qui se passe en France. J'ai bien dit normalement. Sauf que pour les investisseurs, vous savez comment ça se passe, hein. Moi, j'en ai eu beaucoup au téléphone ces dernières semaines. Ils ne sont pas en panique, mais ils se posent des questions. Et donc, quand ils font leur allocation d'actifs, ils disent, bon, alors combien je mets pour les actions, pour les obligations, pour les crypto-monnaies, etc. Et puis après, ils se disent, bon, bah, une fois que j'ai choisi mon portefeuille d'actions, combien je mets dans les actions, bah, à partir de là, dans quel pays j'investis? Et c'est vrai que malheureusement, la France, elle arrive à la fin. Parce qu'on a quand même cette crise de confiance qui est en train d'arriver. On se dit, à quoi bon? Hein. Alors, en plus, sur le CAC 40, on a évidemment un prisme sur le luxe. Si aujourd'hui les Chinois effectivement consomment moins de luxe français, eh ben, là, c'est un peu problématique là aussi. Donc voilà, je pense que le CAC 40 va encore souffrir l'année prochaine. C'est-à-dire qu'il y aura cet écart avec les États-Unis, donc il faut quand même rester prudent. Mais c'est vrai que sur le long terme, il n'y a pas de problème, ça remontera Ah, évidemment alors assez. justement, j'ai une question là de parler de la Chine. Il y a une question sur les dépenses liées au Covid. Est-ce que ça a été un game changer dans les dépenses de l'État pour la France? Tu veux dire en Chine? Non, 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 en France, en France. Ah oui, non, non, même pas. En France, le gros problème, c'est qu'on a évidemment, pendant le coronavirus, en fait, c'est pas compliqué, hein, la dette publique française a augmenté de 850 milliards d'euros. Voilà. Et sur la même période, donc depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, hein, le PIB en valeur augmentée de l'inflation n'a augmenté que de 450 milliards d'euros. Donc tu comprends que tu as mis 850, tu as récupéré 450. Il manque 400. Donc 400 qui ont été gaspillés, il faut être honnête. Tu Hmm. vois. Et pour ceux qui me disaient à l'époque, oui, mais la dette publique, on s'en fiche, ça coûte rien, etc., c'est complètement faux, puisque là, cette année, on va payer 60 milliards d'euros juste pour la charge d'intérêt de la dette. L'année prochaine, 70 milliards d'euros. Et avec cette dette publique, c'est ce qui génère une augmentation des taux d'intérêt, donc ce qui casse l'investissement. Donc tout le monde paye. Tout le monde Hmm. paye les erreurs sur sa gestion du corona, qui évidemment été une catastrophe. Je dis pas, au mois de mars 2020, je comprends. Mais après, il fallait arrêter. Et plusieurs fois, j'étais à Bercy, j'ai dit, je suis en Bruno Le Maire, je m'ai envoyé des SMS, j'ai une réunion à Bercy comme ça avec d'autres économistes, et tout le monde a sauté dessus quasiment. Alors évidemment, pas physiquement, hein, avec les mots, mais en me disant, non, mais on s'en fiche de la dette publique, tout va bien. Les taux d'intérêt n'augmenteront jamais. Je me rappelle de cette phrase, je ne dirais pas qui l'a dite, mais c'est incroyable. Les taux d'intérêt n'augmenteront jamais. Mais comment on peut sortir une telle ineptie? Et des économistes universitaires ou hauts fonctionnaires, etc. Bref, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Mais on était dans le déni de réalité et nous payons évidemment ces erreurs, encore Euh, aujourd'hui.
Petite question subsidiaire avant de passer à la suite, c'est sur la Belgique. J'ai une question sur la croissance belge. Est-ce que j'aurais quelque chose à dire là-dessus? Alors, c'est vrai que la Belgique, jusqu'à cette année, elle n'allait pas trop mal. C'est-à-dire que globalement, même en termes d'inflation, il y avait pas trop, il y avait un peu moins d'inflation qu'en France. Et puis là, comme vous savez qu'en Belgique, il y a l'indexation des salaires sur les prix. Alors là, maintenant, l'inflation belge devient une des plus élevées de la zone euro. Donc la Belgique également, qui a quand même limité les dégâts, mais elle va un peu moins bien également ces derniers mois. Donc il y a quand même un effet de ralentissement également de la Belgique qui sera très proche évidemment de la récession, un peu comme l'Allemagne d'ailleurs et comme la France. Donc D'accord. croissance tournée, voilà, 0,5%, pas beaucoup plus. Ok. Bon, merci Marc. Allez, On de va rien. Alors on va continuer aller vite. avec la Ouais. troisième partie sur la zone euro. Oui, je veux rester dans les temps, donc, parce que bon, là, Voilà. on avait dit qu'on ferait une heure, mais vraiment, si on dépasse un peu, mais je veux rester dans les temps. Je vous ai mis pas mal de slides, hein, parce que j'ai beaucoup de questions sur ça, sur le Mercosur, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? En fait, c'est pas compliqué. Donc là, vous avez le détail du Mercosur. Il y a un élément très important à savoir, c'est que c'est sur le slide suivant. Il y a une étude d'impact qui a été faite sur l'impact justement positif du Mercosur sur l'Union européenne. Regardez bien, c'est en rouge, c'est le troisième chapitre ici. Le Mercosur va ramener, l'accord donc, hein, va ramener 0,1% de croissance supplémentaire à l'horizon 2032 pour toute l'Union européenne. Franchement, tout ça pour ça. Donc, vous voyez que là aussi, c'est pas sérieux. Donc, c'est pourquoi je dis aujourd'hui, l'Europe, elle est en danger. Parce que globalement, voilà, ça fait 25 ans qu'on doit faire l'accord du Mercosur. Pour 0,1 point de croissance. Il faut être sérieux encore une fois. Et d'ailleurs, on exporte déjà dans ces pays-là. Donc, c'est ça le danger de l'Union européenne, c'est que c'est devenu un monstre qui s'autodétruit, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a tellement de réglementations, de connivence, d'arrangements entre amis, de lobbying, etc. Finalement, on n'arrive pas. Donc l'Union européenne est devenue un boulet, malheureusement. Alors qu'à la base, on a créé la zone euro pour concurrencer le dollar, pour être plus fort que les États-Unis. Et malheureusement, c'est exactement l'inverse qui est en train de se produire, que je mets sur le slide suivant, là, plus sur la zone euro. La zone euro, normalement, doit être ce qu'on appelle une zone monétaire optimale. J'avais écrit un livre en 2012, ça fait déjà quelques années, qui s'appelait Quand la zone euro explosera. Et c'est un livre d'économie fiction, hein, où je disais, voilà, justement, attention, il faut tout faire pour éviter cette fin de la zone euro. Sinon, si on continue comme ça, elle va exploser. Et malheureusement, tout ce que je préconisais à l'époque, on a fait l'inverse, puisque au lieu de justement harmoniser les conditions fiscales, réglementaires, faire un budget européen, etc., de ce nom, on a fait exactement l'inverse. Donc maintenant, il y a des distorsions entre les différents pays de la zone euro. Donc on a la même monnaie, et évidemment, on a des budgets complètement différents, des politiques complètement différentes, donc ça ne peut pas marcher. Et on l'a vu la semaine dernière, parce que ce qu'a fait la Banque centrale européenne, ce qu'on appelle en théorie des jeux un aléa moral. C'est-à-dire, en fait, la France n'a pas tenu ses objectifs, mais la BCE dit, c'est pas grave, je vais quand même aider la France. Je vais quand même acheter de la dette publique française. Donc, évidemment, ça n'incite pas à prendre les bonnes mesures. On se dit, bah oui, j'ai eu des remords qui me disent, vous voyez, la semaine dernière, vous disiez, oui, ça va être dangereux. Finalement, tout va bien. Oui, tout va bien parce que c'est truqué. Et donc, et c'est ce qui se passe avec le coronavirus, avec la planche à billets. S'il n'y a pas de sanctions, on continue. Hein, c'est la blague de Coluche. Hein. Tant que je gagne, je joue. C'est exactement ça. Donc, sauf que le jour où il va y avoir la sanction, là, on ne va pas comprendre. Comme nos amis grecs, malheureusement, le jour où est arrivée la sanction, ils n'ont pas compris ce qui leur arrivait. Et le PIB grec s'est effondré de 30%. Alors, je ne souhaite pas ça, bien sûr, pour la France, mais ce que je par là, c'est que la zone euro, aujourd'hui, est vraiment en danger existentiel. Alors, vous voyez, je me suis amusé, entre guillemets, hein, à voir les pays qui respectaient leurs engagements, notamment sur le déficit public et la dette publique, dans la zone euro. Regarde, alors, je vais commencer par la dette publique. Alors, j'ai été sympa, parce que normalement, l'objectif, c'est 60% du PIB. Je dis, bon, allez, on va monter l'objectif à 80%, parce qu'il y a eu le corona, etc. Bon, admettons. Donc, même à 80%, vous voyez qu'il n'y a que 13 pays qui respectent le ratio. Si maintenant, bon, vous regardez ça tranquillement chez vous après la tête reposée, vous aurez les slides, ne vous inquiétez pas. Donc, si je regarde dans le deuxième critère sur le déficit public, et là, on n'est plus qu'à 11 pays. Maintenant, si je mêle les deux, c'est-à-dire je compare ceux qui respectent le déficit et la dette, combien il m'en reste? Voilà, c'est le slide suivant. Seulement 9. Il n'y a que 9 pays aujourd'hui, entre guillemets, qui méritent d'être dans la zone euro. Donc, vous les avez ici, l'Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Irlande, Luxembourg, Estonie, Lituanie, Slovénie et Chypre. Vous avez compris, il n'y a pas la France. D'accord. Donc, ce qui veut dire que
Voilà aujourd'hui les pays qui ont tenu leurs engagements. Alors, c'est vrai que le Portugal fait des efforts, mais comme il avait effectivement une dette publique qui était très forte, donc il a du mal à rentrer dans les cordes, mais dans quelques années, il pourra effectivement y rentrer. Mais nous, évidemment, on n'arrête pas de déraper. Quand je dis nous, c'est nous les Français. On n'arrête pas de déraper. Donc, si évidemment, on montre bien que la zone euro aujourd'hui, elle ne peut pas continuer en l'état. Et d'ailleurs, le grand échec de la zone euro, et moi, c'est vrai que j'ai participé en 99, j'étais là, j'étais à la Banque populaire Natixis à l'époque, c'est vrai qu'on y a cru, on dit, allez, l'euro va concurrencer le dollar. Et puis regardez le résultat. Voilà, vous avez l'évolution, ces graphiques suivants. Vous avez l'évolution comparée entre le PIB américain et le PIB de la zone euro. Voilà, donc depuis 95, donc un petit peu avant la zone euro, mais même si on prenait 99, c'est pareil. Quasiment 107% de hausse pour le PIB américain, hors inflation. Hein. Et pour la zone euro, même pas 54%. Vous vous rendez compte, le drame. Hein. C'est-à-dire qu'on est sur 53 points d'écart, hein, de variation depuis 95. Donc évidemment, la zone euro, malheureusement, voilà, elle n'a pas rempli ses objectifs. Et donc c'est ce qui fait que voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a ce vrai risque. Alors je ne le souhaite pas, bien sûr, mais il faut quand même avoir ça à l'esprit. Quand vous allez aujourd'hui dans beaucoup de pays européens, notamment en Allemagne, il y a un vrai sentiment europhobe, hein, qui est en train de se créer. Et ça, c'est très dangereux. Très dangereux. Et on le voit au sein de la BCE. Et c'est vrai que je suis surpris que la BCE, bon, certainement Madame Lagarde a insisté, qu'elle ait soutenue aussi rapidement, aussi facilement la dette publique française. Mais il y a des tensions énormes au sein de la BCE. Donc là aussi, il y a des divergences qui finiront par faire mal. Et d'ailleurs, sur le graphique suivant, on voit l'évolution de l'euro-dollar. C'était un de nos objectifs, vous vous souvenez, hein, il y a quelques mois déjà, on vous dit l'euro-dollar va baisser pour la fin d'année. On voyait 1,05 $ pour un euro. Nous y sommes. On est même tombé à 1,04 $ pour un euro. Et je pense qu'on atteindra bientôt la parité, 1 $ pour un euro, d'ici le début 2025. Donc, ça sera bon pour nos exportations. Par contre, pour l'inflation, ça va augmenter l'inflation importée. Donc, l'inflation globale va malheureusement augmenter. Donc, on voit ça également avec le franc suisse. Aussi, c'est un de mes paris de l'année. J'ai dit le franc suisse gardera son rôle de valeur refuge. Et effectivement, c'est ce qui s'est produit, donc qui est toujours très intéressant et donc très cher, entre guillemets, vis-à-vis de l'euro, qui a évidemment fortement, fortement baissé. Donc, bon, après, je vous fais un petit calendrier, justement, de l'avant, hein, mais de l'avant, pas Noël, hein, de l'avant, fin de la zone euro, voilà, où si on continue, si on peut inverser ça, hein, mais c'est avec la crise française, la crise allemande, la récession qu'on a en France et en Allemagne, dans la zone euro, donc ça peut être extrêmement dangereux, et donc on verra ce que fera le gouvernement français, mais quand même des tensions très très fortes. Alors après, quand je dis la fin de l'UEM, ça peut être donc de la zone euro, ça peut être également, voilà, on garde 9, 10 pays. Après, il reste à savoir si on sera là. Donc les conséquences, parce que vous avez été nombreux à me demander, mais c'est quoi les conséquences? Voilà, il y en a. Bien sûr, si on reprend 1 € égal en France, ça va simplifier les systèmes informatiques. Mais en France, ça va commencer une certaine décote. Et puis parallèlement, il va falloir réintroduire les pièces, le billet. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme billet? Est-ce qu'on va reprendre le franc? Enfin bon, ouais, c'est quand même, il va y avoir des valses, des étiquettes, de l'inflation qui va augmenter. Ça va être très compliqué. Hein. Alors, d'ailleurs, quelqu'un me posait la question la semaine dernière, mais oui, mais alors vous préférez qu'on reste comme ça dans la zone euro? Est-ce que vous préférez une douleur sans fin ou une fin dans la douleur? Bon, j'ai envie de dire ni l'un ni l'autre. Mais c'est clair que euh, on a aujourd'hui une situation où je pense très honnêtement que la France n'est pas prête à la fin de la zone euro. C'est-à-dire que si l'euro explose, la France va souffrir énormément. Donc d'abord, ceux qui veulent, ceux qui imaginent qu'on pourrait sortir de la zone euro, d'abord il faut faire en sorte que la France soit plus forte, et après on verra. Mais pour l'instant, évidemment, c'est complètement ingérable. Donc voilà. Donc j'ai terminé évidemment, mais je ne vais pas trop vous inquiéter parce que c'est bientôt Noël. Mm. Voilà pour ce qui pourrait effectivement se produire sur le slide suivant notamment. Donc, avec, bon, bien sûr, une crise financière type 2008, mais puissance 20. Donc, tout ça, en fait, ça se produira, ça va dépendre beaucoup de ce qui va se passer dans les prochaines semaines en France et en Allemagne. Donc, si effectivement la crise politique dure, malheureusement, ce scénario devient possible. Donc, voilà. Il faut garder l'espoir, j'ai envie de dire, mais il ne faut pas non plus se voiler la face. Ce scénario, malheureusement, est tout à fait possible. Je voulais vous le dire quand même parce que on se doit de vous dire les choses, de vous dire la vérité, même si évidemment on espère qu'on va éviter d'en arriver là. Et de ce point de vue-là, bon, ben, les marchés financiers, même si effectivement ils souffrent, après ils redémarreront assez nettement. Donc voilà, ce sera une tempête à digérer. Justement, Marc, j'ai quelques questions concernant ce qu'on vient de dire. Est-ce que justement, maintenant qu'il y a un potentiel danger pour l'euro, est-ce qu'il faut convertir ces euros en d'autres monnaies, en dollars par exemple, en données plus Ah fortes? oui, 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 tout à fait. Moi, ça fait déjà longtemps que je le préconise, hein, Hmm. ici même, un peu partout d'ailleurs, hein, bref. C'est-à-dire que je dis qu'effectivement, aujourd'hui, il faut s'alléger en euros. Bon,
si on est que dans la zone euro, bon bah ok, bah, on n'a pas le choix, hein, donc voilà, on vit avec des euros, donc même si demain on reprend le franc, bah voilà, ça suivra, hein, donc on va pas. Mais si effectivement on est effectivement un investisseur international, ou si on a comment dire, une entreprise qui commerce à l'international, c'est clair qu'il vaut mieux acheter des dollars Mm. aujourd'hui que de l'euro, ou voire du franc suisse, entre guillemets. Donc Mm. ça me paraît. Et en plus, bon, comme j'ai évoqué tout à l'heure, les Américains, même s'ils baissent un peu leur taux d'intérêt, le taux d'intérêt américain, le taux monétaire restera supérieur au taux d'intérêt de la zone euro. Donc il y aura toujours un spread à l'avantage du dollar, donc on aura une rémunération supplémentaire, même si on est sur du cash en dollars. Oui, moi je pense que encore une fois, il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas avoir peur, mais c'est un peu notre métier de, voilà, de se couvrir. Il faut se couvrir. Et il faut se protéger. Il faut protéger notre épargne. Il faut protéger nos arrières. Et donc, c'est vrai que si on met, par exemple, ça m'arrive, hein, je vois pas mal d'investisseurs qui me disent, ah ben non, moi j'ai tout en France et tout en immobilier. Bon, d'accord, c'est bien, mais c'est dangereux. Voilà. Alors, c'est sûr que l'immobilier, c'est bien sur le long terme, mais il faut diversifier. Il faut diversifier, évidemment. Donc, c'est sûr que voilà, il faut avoir un peu d'immobilier, voilà, des marchés actions, très peu d'obligations quand même. C'est pas un conseil ce que je donne, hein, mais bon, c'est parce qu'on n'a pas le droit, mais je veux dire, voilà, Ouais, bien sûr. c'est un sentiment évidemment. Donc après, prenez comme vous voulez. Hein, Mm. c'est un peu ce que je fais moi à titre personnel. Voilà, on va dire ça comme ça. Et évidemment sur l'euro, oui, non, il faut s'alléger en euros. C'est clair que si vous avez besoin de dollars demain, bon, bah, autant les prendre. Voilà, il fallait les prendre Ouais. déjà il y a quelques mois. Ça c'est sûr. Alors après, il peut y avoir des phases de remontée effectivement temporaires, mais sinon c'est sûr que on a besoin de garder un petit peu de dollars ou du franc suisse. Hein, c'est pas mal ça aussi. Ouais, le franc suisse qui est une Alors, le devise seul problème, assez c'est que maintenant, valeur les banques refuge. suisses, j'ai appris ça dernièrement, elles Mm. sont complètement débordées. Alors, je ne Mm. sais pas si c'est à cause de moi, ben, je pense pas, mais il y a tellement d'investisseurs français et autres qui veulent, ou même de particuliers, qui veulent Mm. ouvrir des comptes en Suisse. Donc, déjà, comme vous le savez, ils mettent des tickets d'entrée Ah, très élevés, hein, il ouais. faut un certain patrimoine pour entrer, et puis ils sont très, très regardants. Voilà. Donc, voilà. C'est vrai que ça montre bien quelque chose qui est en train de se produire, Ouais, évidemment. Hein. ouais. Donc Et voilà, c'est pas pour faire peur, mais de toute façon, je- on ne perd rien. Quand je dis par exemple, il faut ouvrir un compte à l'étranger, c'est pas pour, voilà, c'est pas un acte antipatriotique. Moi, au contraire, je suis pour la France. Mais qu'est-ce que ça fait d'ouvrir un compte à l'étranger? Vous le déclarez au fisc français, même si vous ne mettez rien dessus. Bon, vous avez un compte à l'étranger, on ne sait jamais. Vous voyez. Donc, il n'y a pas de mal. Et puis après, le pays, vous prenez celui que vous voulez, ou celui qui vous plaît le plus, et voilà. Puis vous faites votre choix. Donc, c'est ça un peu, comme ça, il faut voir cette dynamique. On va dire, et je pense que voilà, eToro également, il est là pour ça, pour vous aider. Donc c'est ça également l'enjeu, voir l'avenir comme ça en dynamique. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, le risque, l'un des plus grands risques mondiaux, en dehors bien sûr des risques guerriers et géopolitiques, c'est quand même la zone euro. Hein. D'un point de vue économique et financier, la zone euro aujourd'hui, elle bat de l'aile. Hein. Et cette fuite en avant, évidemment, d'augmentation de la dette publique, il va falloir la payer tôt ou tard. Donc c'est ça qui est très dangereux. Justement, j'ai une question sur le budget du fonctionnement de l'État. Oui. Selon toi, quelles seraient trois mesures que tu proposerais justement pour... Alors justement, moi j'ai, alors bon, je le fais sur ma chaîne YouTube, j'ai une vidéo justement, parce Mm. qu'on me dit souvent c'est quoi vos mesures? Ben, j'ai Mm. fait au moins deux vidéos uniquement avec les mesures que je propose. Bon, je vais en donner trois, très simplement. Pour moi, il faut relancer l'économie française, c'est-à-dire ce que j'appelle une thérapie de choc bienveillante. Donc moi j'ai envie de dire, il ne faut pas augmenter les impôts, il faut baisser les impôts. Donc, il faut les baisser sur les entreprises, notamment l'impôt de production qu'on devait supprimer, qui est toujours là, et la CSG que tout le monde paye et qui, évidemment, est un coût énorme. Donc là, vous réduisez de 50 milliards euh, les, euh, les, euh, les impôts, vous réduisez certaines niches fiscales qui n'auraient plus lieu d'être puisqu'il y aura moins d'impôts. Dans le même temps, vous baissez les dépenses, notamment de fonctionnement, de 50 milliards d'euros. Et parmi ces dépenses de fonctionnement, il n'y a qu'à lire le rapport de la Cour des comptes chaque année pour voir le dérapage des comptes, notamment ce qu'on appelle les ODAC. Vous savez, les ODAC, c'est les organismes divers d'administration centrale. Bon, je ne vais pas donner de nom pour ne pas faire de peine, mais il y en a 700. Et dans ces 700, il y en a au moins, et c'est là où il y a besoin d'une tronçonneuse, au moins les deux tiers qui ne servent à rien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun impact économique. Si c'était pour faire plaisir à des copains, puis le pain au Jacques, etc. Mais sinon, il n'y a aucun impact économique. Donc je me dis, bon, c'est même pas du social, c'est rien. Voilà, c'est pour faire plaisir. Des associations ici qui sont financées, des autres. Bon. Donc là, il y a des économies énormes. Moi, j'en ai identifié pas mal, d'au moins 50 milliards d'euros d'économies à faire sur les dépenses de fonctionnement. Il faudra également supprimer, vous savez, ce qu'on appelle des couches du millefeuille administratif, où là, on a à 5 échelons différents, on a les mêmes dépenses. Bah, évidemment, il faut regarder plus clair. Après, il y a également une mesure dont personne ne parle, mais pour moi est indispensable, c'est la lutte contre la fraude.
la fraude sociale, bien sûr, c'est à peu près 20 milliards d'euros, et la fraude fiscale. Toujours quand je dis fraude fiscale, ça ne veut pas dire, je dirais, l'optimisation fiscale. La fraude, la vraie fraude. Quand je vois par exemple que, voilà, on embête effectivement des chefs des chefs d'entreprise, des patrons de PME qui ont du mal à joindre les deux bouts, et que tout le trafic de drogue en France, on ne fait rien, on laisse faire. On laisse même prospérer. Je me dis, attendez, il y a quand même un problème. Donc voilà, là, vous pouvez également récupérer 50 milliards d'euros. Vous voyez, bon, ce sont des exemples, vous les verrez dans les vidéos, mais c'est sûr que les mesures existent. Après, est-ce qu'on a le courage de le faire? C'est sûr que comme il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, c'est compliqué, mais il faudra le faire tôt ou tard. Donc voilà, c'est moi lueur d'espoir. C'est possible. On peut encore sauver la France. Bon, mais très bon. Merci. Non, Avec Marc, plaisir. on va terminer par la quatrième Oui, partie, parce que le temps file, voilà. et Ah j'ai ouais, là, on quelques est presque. questions les marchés. Je te laisse y aller. Alors, donc rapidement, bon, on va aller vite, puisque effectivement, bon, on a un petit peu planté le On va. décor. Donc, c'était le titre, effectivement, la volatilité va rester extrêmement forte. On le voit, c'est vrai que, faut être honnête, on a des niveaux qui défient l'entendement, hein. C'est-à-dire quand on voit l'explosion du Standard Poor's 500, on bat record sur record. C'est assez incroyable. Alors évidemment, il y a pire ou mieux que le Standard Poor's 500, c'est bien sûr le Nasdaq. Je vous ai mis le Nasdaq parce que bon, ça fait froid dans le dos quand même, hein. C'est quand même assez incroyable. C'est vrai que depuis décembre 2022, plus 94%, on a battu des nouveaux records historiques. Donc, vous voyez, on est à plus de 1200% d'augmentation donc depuis 2009. C'est formidable, hein, c'est formidable. Bon, Mhm. après, derrière, il y a une réalité. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont effectivement qui gagnent de l'argent, donc c'est sûr. Mais on se rend bien compte qu'on a été quand même très très loin. Et donc après, est-ce qu'il n'y a pas un risque évidemment au moins de forte volatilité? Je pense que ça va quand même, on va prendre ses bénéfices régulièrement. Mais c'est vrai que s'il y a des bonnes nouvelles avec Trump d'un point de vue géopolitique, ça peut encore augmenter. On peut avoir des augmentations sur le début d'année. Alors par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est la dichotomie, hein, le grand écart, comme je l'appelle, entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe chez nous. Donc là, on voit bien, par rapport à l'action tout à l'heure sur le CAC 40, donc là, on voit bien que le CAC 40 hein, a quand même baissé de quasiment 10% hein, depuis le 15 mai dernier, hein, 10% de baisse, malgré l'augmentation là, ce dernier jour. On voit bien, il y a l'effet BCE évidemment qui joue, mais tout ça pour dire qu'il y a bien une situation de découplage. Regardez bien ce graphique. Je vous ai mis, donc, c'est le graphique en base 100 en 2022, donc début 2022, 3 janvier 2022. Regardez bien, le Standard Poor's, plus 27%, le CAC, plus 2,9%. Et même si on prend le CAC avec les dividendes réinvestis, on est sur une augmentation qui est autour des 7-8%. Donc on est très très loin, je dirais, du Standard Poor's. Et alors depuis le 15 mai dernier, donc depuis le printemps dernier, Ah, hein, pardon. juste un reste le Oui. graphique, Antoine, le Mhm. graphique d'avant, depuis donc, le printemps dernier, on voit que là, on est à quasiment 15% de hausse sur le Standard Poor's et quasiment 10% de baisse sur le CAC 40, sans compter la journée d'aujourd'hui. Donc ça pour dire que globalement, on a une situation où il y a bien ce découplage qui est quand même très inquiétant. Et là on voit bien quand même que le risque hein, depuis la dissolution hein, en France, il y a un risque France qui est là. Tu as même pas, on peut comparer ça au DAX aussi, le DAX qui fait des bonnes performances, qui bat des records. Donc il y a bien quand même, je dirais, un risque France qui est là, qui pèse, et qui pèse même sur le CAC 40, malgré que 80% des profits sont faits à l'étranger, pour les boîtes du CAC 40. Donc tout ça pour dire que le risque France, il est bien là, il est clair. Et il va évidemment continuer. Alors d'ailleurs, c'est aussi un de grands paris de ces derniers mois, l'or qui a donc continué de battre des records. Donc bravo, effectivement, on le voit ici. Alors là, ça baisse un petit peu ces derniers jours, mais on est quasiment 2800 $ l'once. Donc là aussi, c'est vrai que ça montre bien que malgré la flambée boursière, et ça quand même, c'est historique, hein, c'est-à-dire le fait qu'on ait cette flambée de la bourse qui va de concert avec la flambée de l'or, c'est du jamais vu. Jamais vu. Donc ça montre bien qu'il y a un excès de liquidité énorme qu'on ne maîtrise plus, et que cet excès de liquidité, évidemment, il va à la fois sur les marchés boursiers, puis également sur l'or, la fameuse poire pour la soif. Ah, maintenant, c'est même un jerrycan pour la soif, hein. On a effectivement de quoi voir venir. Mais ça, c'est quand même un signe qui montre que malgré tout, les investisseurs s'inquiètent de l'avenir. Et je pense que le risque numéro un, encore une fois, en dehors des risques guerriers géopolitiques, ça reste la France et la zone euro. Et je pèse mes mots, et ce qui veut dire que là, le risque, il est effectivement sur l'or. Alors, on a donc trouvé mieux que l'or. Je vais terminer par ça, parce que c'est vrai que Et l'or j'avais dit numérique. que j'en parlerai quand on dépasserait les 100 000 $. Donc, on est monté à plus de 101 000 $
le Bitcoin. Voilà, c'est Mm. exceptionnel. Donc voilà, donc bravo, bravo à ceux qui. Moi, je sais qu'on me l'a proposé plusieurs fois, mais je m'étais dit à chaque fois, non, ça ne peut pas durer, on va légiférer, etc. Et en fait, non. Et surtout, il y a eu Trump qui est arrivé en disant, voilà, vive le Bitcoin. Donc voilà, Mhm. bravo. Donc c'est sûr que je suis désolé à ceux à qui j'avais dit qu'il fallait pas en acheter, et peut-être ils m'en voudront à cause de ça. Mais j'espère pas, hein, parce que bon, encore une fois, moi-même je n'en ai pas acheté. Donc vous voyez, donc Mm. on est deux, hein, on est plusieurs, hein. Alors après, de notre côté, j'en discute avec ceux qui sont vraiment des aficionados du Bitcoin. Il y en a plein, et j'en connais pas mal, hein, bien entendu, et qui me disaient que même eux, bah, ils n'ont pas gardé le Bitcoin aussi longtemps, quoi. Donc c'est sûr que il y a cette situation où ça a tellement flambé. Mais bon, quand on se dit, même si on avait acheté, je dirais, à 50 000, là, on a 110 000, on est compte. C'est quand même assez incroyable. Et donc voilà, voilà. Après, on me dit, bon, est-ce que ça va continuer? Pourquoi pas? Parce Mm. qu'effectivement, comme la- l'offre, elle est limitée, qu'il y a une demande qui monte, donc voilà, la Bien demande sûr. sera supérieure à l'offre, donc mécaniquement, ça peut continuer d'augmenter. Mais quand même, n'oublie jamais le couple rendement-risque, hein. Plus Bien le sûr. rendement augmente, plus le risque augmente. C'est-à-dire que Ah, s'il y a un tel rendement, c'est qu'il y a un risque très élevé, et donc on ne sait pas, il pourrait évidemment avoir des tempêtes, donc quand même soyez prudents, malgré tout. Je le dis quand même parce que c'est vrai que je regrette pas non plus, parce que c'est vrai que c'est pas complètement, c'est un investissement risqué, donc c'est pas un investissement de père de famille mais entre guillemets. Mais encore une fois, voilà, ceux qui aiment justement cette volatilité, ils aiment se faire peur, donc voilà, oui. bravo, bravo à vous, et continuez. Je vous souhaite quand même beaucoup de courage, hein, parce que c'est quand même pas facile, hein, il faut avoir les reins solides, mais voilà, écoutez ça, bravo à vous. Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que là, quand on regarde le graphique, on voit que ça a pris 50% en 3 mois. Donc, il peut y avoir. Et on voit que ça bloque un peu sous les 100 000 quand même, hein. On revient un petit peu dessous. Là, Ouais. ça fait 2, 3 semaines. Donc, on se dit qu'à très court terme, ça peut un peu stagner pour ensuite, pourquoi pas, repartir à la hausse. Mais potentiellement, on a quand même un gros. Enfin, une bonne phase de hausse déjà qui a été consommée sur le Bitcoin. Maintenant, c'est les altcoins qui prennent le relais. On le voit, certaines altcoins qui progressent de 20-30% par jour. Donc, effectivement, mais c'est un monde très fragmenté encore, hein, puisqu'il y a énormément de crypto-monnaies en circulation. D'ailleurs, on en propose une centaine, hein, sur eToro. Donc, vous avez quand même le choix d'aller investir sur d'autres cryptos. Non, pour terminer, juste peut-être on prend 2, 3 questions pour terminer. Alors, j'avais une Ah oui, question bah oui, moi je suis à votre assez disposition, hein. intéressante sur justement sur les lignes d'assurance vie. Est-ce qu'il faut alléger la partie justement zone euro Oui. sur les lignes d'assurance vie ou et Oui, moi plutôt je pense investir? qu'aujourd'hui, il Ouais. faut, euh, il faut alléger toute la partie obligataire au sens large, hein. Hmm, Il faut quand même être très prudent, et notamment, je dirais, sur la zone euro. Donc à la rigueur, là, on peut prendre, là, on peut revenir sur des marchés actions, sur du long terme, sur des indices mondiaux, pourquoi pas. Mais bon, par contre, l'assurance vie, ça reste un bon produit, et surtout pour hmm, l'instant défiscalisé. Moi, c'est vrai que moi, ma grande crainte, bon, pour l'instant, c'est remis à plus tard, enfin, on verra, mais la grande crainte qu'on a en France, on l'a vu, hein, je dirais que le budget 2025, donc finalement, n'a pas été voté, mais c'était quand même une volonté d'augmenter encore la pression fiscale, qui est déjà l'une des plus élevées du monde. Donc c'est vrai que c'était un petit peu dangereux. Donc moi, c'est ça qui m'inquiète, hein, c'est que tous ces placements, évidemment, qui sont avantageux fiscalement, le risque, c'est qu'un jour ou l'autre, on dit, ben non, maintenant, il n'y a plus d'avantages fiscaux, ou très peu, et là, ça fera mal. Mais je pense pas que ça sera rétroactif. Donc ça veut dire que c'est toujours quand même, il faut évidemment avoir cette assurance vie. Ça reste quand même un des meilleurs placements aujourd'hui en France. Mais par contre, on peut effectivement réallouer avec un peu moins, voire beaucoup moins d'obligations. ouais. Aussi, faut-il se positionner sur l'or ou l'argent? Alors oui, bon, moi je Voilà. pense que là, encore une fois, voilà, il faut. Franchement, on a fait un très bon coup l'année dernière, hein, sur cet or qui a flambé. Alors c'est vrai que certains m'ont voulu, parce que je dis, n'en mettez pas plus que 15% de votre portefeuille. Oui, parce que c'est pas. Voilà, ça reste encore une fois une protection. Mais on peut pas tout. C'est comme pour les crypto-monnaies, tout mettre dedans, c'est quand même dangereux. Mais bon, pourquoi pas? Je veux dire, il faut rester quand même positionné sur l'or. Oui, tout à fait. Puis profiter de mouvements comme on a, voilà, petit mouvement de baisse, on renforce. Voilà. Et après, Euh, voilà, Vous peut savez être qu'on justement racheté sur des niveaux un peu plus bas. On a un achat aussi structurel des banques centrales, hein, qui diversifient leurs réserves en or. Donc, on a quand même Tout à fait. un soutien massif, hein, sur l'or. Et c'est vrai que dès qu'il y a une correction, on voit tout de suite qu'il y a quand même une reprise de la hausse à chaque fois. Mais d'ailleurs, j'en profite parce que Mm. j'ai souvent des questions sur, par exemple, sur le problème de la dette publique française. Et on me dit, mais pourquoi la Banque de France ne vend pas son or?
Oui, alors, pourquoi pas, elle pourrait vendre son or, sauf qu'elle n'a pas le droit de le faire vraiment, mais admettons qu'elle y arrive. Hmm. Et donc, le stock d'or à la Banque de France, quand même, il faut le savoir, ce n'est que 180 milliards d'euros. Ah oui, donc c'est Donc, pas c'est même pas une énorme. année de déficit public, Hmm. tu vois. Donc, c'est bien, mais c'est pas ça qui va changer la Oui, donne ça de va pas l'économie changer. française, hein. Une question sur le pétrole, parce qu'on n'en a pas Oui, parlé du pétrole. voilà. Quel est Là, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, parce que pour dire Hmm. effectivement que le baril a un petit peu baissé, donc on se Hmm. stabilise autour des 72 dollars, c'est plutôt bien. Hmm. Alors après, c'est vrai qu'avec 3% de croissance mondiale, le niveau d'équilibre, voilà, c'est entre 70 et 75 dollars le baril, donc là on y est presque. Après, ça va dépendre bien sûr de la géopolitique, hein. Voilà, si demain le régime des Mollahs tombe en Iran et qu'il y a le Shah d'Iran qui revient et qu'il y a une stabilité en Iran, alors Hmm. là, évidemment, que l'Iran revient sur le marché pétrolier mondial, ça va faire évidemment une flambée de l'offre de pétrole, donc une baisse effectivement des prix. Donc là, les prix Hmm. pourraient évidemment baisser beaucoup plus fortement. Oui, donc oui, oui, le pétrole peut quand même pas mal baisser. Maintenant, comme on a une croissance mondiale qui est quand même soutenue, je pense qu'il ne pourra pas non plus s'effondrer parce qu'il y a quand même une demande de pétrole qui reste là. Ouais, d'accord. Bon, on prend une dernière question, Marc, Oui. comment dire, insolite, c'est est-ce que la démission du président de la République Macron accélérerait une chute de l'euro? Ah bah, ça dépend pour qui, ça dépend pourquoi. Ça dépend s'il Oui, démissionne. Après, bon, la preuve que s'il démissionne, c'est qu'il faut qu'il y ait des élections présidentielles, je crois 35 jours ou 50 jours après. Donc la période est très très ah oui, courte. d'accord. C'est-à-dire Hmm. que c'est le président du Sénat, donc M. Larcher, qui prend l'intérim. Hmm. Et puis après, bon, bah, il faut des élections très rapides. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas vraiment de débat, il n'y aura pas vraiment de projet. Donc, ça va être encore sur des noms. Après, ça dépend qui sera élu. Et puis, quelle sera la majorité. Non, je pense qu'on rentre vraiment. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale française, ça fait quand même froid dans le dos. C'est quand même pas chez nous, ça. Avant, on se moquait de ça. On disait, oui, c'est dans tel ou tel pays, voilà, qu'on ne nommera pas, mais ça faisait peur. On se disait, ben, on en riait. On voit que ça arrive chez nous. C'est chez nous ce qui se passe. Donc, c'est quand même dangereux. Donc, voilà, non, moi, je suis inquiet à cause de ça. Mais dans tous les, si Macron démissionne, ça dépend qui le remplacera. Et puis après, ça. Moi, je pense que, pour être très honnête, hein, je pense que si la zone euro doit disparaître, c'est pas la France qui la fera disparaître, ça sera un collégial, quoi. C'est-à-dire, et notamment les Allemands. C'est-à-dire, tant que les Allemands ils disent non, on fera tout pour sauver la zone euro sera sauvée. Si un jour en Allemagne, il y a des voix qui s'élèvent pour dire, écoutez, finalement, ce n'était pas une si bonne idée que ça et qu'on n'a qu'à faire une petite zone euro ramassée avec les pays qui nous ressemblent, ce qui est tout à fait possible, alors là, c'est comme ça que la zone euro explosera. Mais pour l'instant, la France a plus besoin de la zone euro que l'inverse, il ne faut quand même pas l'oublier. Mais après, voilà, on a vu ce qu'a fait Meloni en Italie. Elle a été très intelligente parce qu'elle a dit non, non, moi, je veux la zone euro, je veux que la BCE, elle m'aide. Et donc, c'est ce qui s'est produit. Donc, malgré qu'elle avait un discours assez, je dirais, europhobe. Donc, voilà, je pense que c'est intelligent de dire ça. D'abord, on renforce le pays, soit la France, l'Italie ou autre, et après, on pourra négocier, voir si on peut ou pas sortir de la zone euro et dans quelles conditions, effectivement, on peut en sortir. Mais comme ça, sortir de but en blanc de la zone euro, bon, ça serait un coût énorme avec une flambée des taux d'intérêt et donc une récession dramatique. Après, certains peuvent le souhaiter, mais c'est sûr que voilà, moi, c'est mon rôle de dire, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, tu vois ce qui va se passer, c'est sûr. C'est comme la semaine dernière, voilà, après la motion de censure, bon, pour l'instant, on est bloqué parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain, quel sera le gouvernement, mais si la BCE n'était pas intervenue la semaine dernière, ça aurait fait très très mal. Et puis les agences de notation également font pas leur boulot, parce que là, avec ce qui se passe, là, il y a plus de doute. Le déficit public sera énorme en 2025. Il sera au moins aussi fort qu'en 2024, puisque c'est le même Hmm. déficit. Vous voyez. Et en plus, il y aura moins de croissance en 2025 qu'en 2024. Donc, il n'y a pas besoin de grand clair pour comprendre que le déficit public de 2025, il va être catastrophique. Et pourtant, les agences de notation disent non, non. Alors que là, jusqu'il y a quelques jours, elles pouvaient dire, bon, il y a un gouvernement, ils essayent de sauver les meubles. Mais là, c'est même plus le cas. C'est très bien qu'il n'y aura pas de nouveau budget, donc ce sera pire. Et pourtant, non, on garde bien, on maintient le double A. Très bien, c'est sympa, c'est gentil pour nous. Et moi, je pense que c'est contre-productif. Et puis surtout, c'est très injuste par rapport aux autres pays qui, eux, font des efforts. Vous vous rendez compte, c'est les pays, je dirais, le Portugal, voilà, même l'Italie, hein, Hmm. ils disent, nous, on fait des efforts parce que justement, on est sanctionné par les marchés, par les agences de notation. Et là, malheureusement, la France fait aucun effort et finalement, on la soutient comme si rien n'était. Donc, ça, c'est dangereux, hein, vous savez. Pour la cohésion de la zone euro, c'est très dangereux. Et donc, pour la zone euro, ça ne peut fonctionner que si c'est un jeu coopératif. Et c'est en train de devenir un jeu non coopératif.
Vous voyez, on a vu que le Mercosur, certains voulaient l'accord, nous les Français on ne le voulait pas, finalement il a été validé. Donc voilà, ça montre bien que c'est plus du tout un jeu coopératif et surtout la voix de la France ne porte plus. Parce qu'on a tellement dérapé sur les comptes publics qu'on ne peut plus donner des leçons. On nous dit, attendez, vous êtes gentil, mais regardez ce que vous avez fait sur les comptes publics. Et même les décomptes publics, j'ai envie de dire. Donc ça devient dramatique. Donc malheureusement, ça qui est triste pour nous, c'est que voilà, notre voix ne porte plus. Et c'est sûr que voilà, si Macron démissionne, ça dépend qui le remplacera derrière, puis ça dépend quelle politique, Oui, évidemment, mais ça sera dépend mise en place. quel Hein, parti mais c'est politique. clair que ça générera de l'instabilité, de l'inquiétude, ça c'est inévitable. Mais ce qui Et- se passe déjà aujourd'hui, je pense que c'est déjà de nature à générer une très forte hausse des taux d'intérêt, Hmm. des obligations d'État. Pour l'instant, elle n'est pas encore là, mais ça ne va pas tarder. On ne peut pas éviter l'inévitable. Voilà, je pense que c'est De une toute bonne façon, conclusion. concernant Notamment, pas éviter Noël, donc euh, passer un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne année 2025. On se reverra d'ici là, bien sûr, avec le podcast. Et voilà, et je pense oui, qu'on voilà, bientôt on va vous annoncer alors, une bonne nouvelle avec Itoro, mais voilà, j'en dis pas plus parce que le communiqué de presse n'est pas prêt. Voilà, mais voilà. voilà. Toujours est-il que vous pouvez, parce qu'on me demande si on peut retrouver les slides, il y aura un replay de ce webinaire, donc vous aurez les slides lors de ce replay. Voilà, écoute, Ouais, merci Marc avec plaisir. pour Bonne tes éclairages continuation, et puis bah, et, très très bientôt. merci à vous de nous avoir suivis et on vous retrouve donc pour de prochaines aventures très rapidement. Salut à tous. Allez, merci.